Alors, Gabin Diaho, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir aussi. Meilleurs vœux, Mes vœux réciproques. oui, santé, succès Merci. dans votre entreprise. Vous êtes juriste, vous avez un cabinet. Oui. Je vous souhaite tout le meilleur. Alors, Gabin, vous renouvelez votre volonté de venir ici analyser les faits sociaux au Togo. Merci. Nous commençons déjà avec ce discours que Fonya Singbe a prononcé le 31 décembre, son vœu à la nation togolaise. Il commence fort avec de nouvelles habitudes parce que ça fait un moment qu'il s'appelle prêter à ce jeu. Nous allons avec vous revenir sur ce discours et relever des points essentiels qui pour nous paraissent anodins mais qui sont assez importants. Je rappelle toujours qu'un discours politique est bien pensé, bien structuré pour avoir un but. Gabin, alors, Fonya Simbe commence très fort et dit que là, en 2025, nous avons connu des épreuves, des moments de doute. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il reconnaît enfin qu'en 2025, il y a eu une crise sociopolitique au Togo? Oui, en sourdine, on peut le dire, même si à un moment donné, vous savez que le personnage de M. Fona Singbe, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, surtout quand il s'agit des crises politiques. On l'a vu notamment en 2005, quand il était venu au pouvoir. Après la crise post-électorale qu'il y a eu, le monsieur ne s'était pas prononcé. Il a eu plutôt à faire des dialogues politiques en sourdine avec les opposants et aussi avec l'aide de Blaise Compaoré et de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est par cela qu'il était arrivé à faire en sorte que bon, la situation soit aménagée, notamment aussi avec l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Donc, lui-même ne s'était pas véritablement prononcé, il ne s'est pas mis devant la lumière pour parler de cette crise-là. Et on a vu la même chose avec le CST en 2012. Le monsieur ne s'était pas prononcé, même si à un moment donné, il y a eu des rencontres avec les leaders du CST. Entre-temps, Maître Zeus Ajavon, on peut dire que le monsieur lui-même, c'est quelqu'un qui, lors des crises, ne parle pas beaucoup. On a vu la même chose en 2017 avec la crise de Tchikpi Atadam avec C14. Le monsieur lui-même ne s'était pas prononcé et il a beaucoup plus agi en dialogue, bon, on peut dire en sourdine aussi, avec l'ancien ministre de la Sécurité ghanéenne, Kandapa, le président guinéen d'alors, Alpha Condé, et lui-même, à aucun moment ne s'était prononcé sur la crise. Il ne s'est pas mis même devant les opposants pour discuter, pour dialoguer. Et donc, à un moment donné, on peut reconnaître que c'est quelqu'un qui, lors des crises, ne parle pas beaucoup. Il laisse le temps au temps avant de se prononcer. Et même quand il se prononce, il n'évoque pas directement la crise, mais il parle en sourdine. Je me rappelle très bien de son discours devant le congrès du NIR à Tchévier, quand il avait dit que moi, simple comme ça, on dit que je suis un sanguinaire. Alors qu'il n'a pas parlé de la crise de 2017, mais derrière, c'est de ça qu'il parlait véritablement. Donc, si M. Fona Singbe aujourd'hui, il parle du fait qu'on a connu des situations difficiles et de doutes en 2025, ça veut dire qu'il reconnaît véritablement qu'il y avait une crise, qu'il y avait une crise sociopolitique surtout, mais véritablement, il ne savait pas où tenir cette crise-là, parce que la crise, que ce soit avec le CST ou que ce soit avec le collectif C14, on peut dire qu'on connaît les acteurs, ce sont les acteurs politiques. Mais ici, ce sont des gens qui étaient sur les réseaux sociaux, qui peut-être la plupart ne résident même pas sur le territoire national. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, lors de l'adresse à la nation, le 30 décembre passé, il s'est prononcé sur cette crise-là en disant que nous avons connu des moments difficiles et de doutes. Ça veut dire que son pouvoir, à un moment donné, était ébranlé, raison pour laquelle certains ont été détenus et raison pour laquelle même, à chaque fois qu'il y a alerte pour ce genre de manifestations, on barricade pratiquement toute la ville de Lomé. Donc on peut dire que M. Fona Singbe aujourd'hui reconnaît qu'il y a crise, d'autant plus que pendant cette période-là, on a vu la manière dont ces ministres avaient communiqué et ces ministres avaient parlé par son biais. Parce que vous êtes ministre d'un gouvernement, vous ne pouvez pas parler sans l'aval du chef. Donc, on peut dire que ce soit le discours de la conférence de presse animée par
en 2025 par le ministre Awateo Dabalo, Isaac Tiakpe, Paco Madjourovi et le ministre de la Sécurité Majulba, on peut dire que ces personnes-là ont parlé par le biais du président du Conseil. Et donc, c'est une reconnaissance pour dire qu'aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé reconnaît véritablement qu'il y avait une crise en 2025. Même s'ils ne le disent pas haut et fort. Et juste après cela, Faure Gnassingbé commence par parler de la nouvelle République, la 5e, qui est un régime parlementaire. Et Faure Gnassingbé parle de démocratie parlementaire. Quand on voit les conditions dans lesquelles cette République a été adoptée, est-ce qu'on peut vraiment, c'est lui qui affirme que nous sommes dans une démocratie, le moins fort, démocratie parlementaire aujourd'hui? Bon, c'est un acteur politique, il ne peut dire que cela, il ne peut pas dire que c'est une monarchie parlementaire, parce que nous sommes censés être dans une république, et donc il ne peut pas le dire. Mais beaucoup de critiques étaient posées contre d'ailleurs ce régime parlementaire-là depuis le début, depuis l'adoption même, parce que la législature qui avait adopté cette constitution-là n'était pas une législature qui avait reçu l'assentiment de la population togolaise, parce que n'oublions pas, c'est après la crise de 2017 que cette législature-là est passée à l'Assemblée nationale. Parce que n'oublions pas que après la crise de 2017, en 2018, la plupart des leaders charismatiques de l'opposition avaient refusé de participer à ces élections-là. Et donc, on a vu des gens qui n'étaient pas appelés à être députés devenir députés. On a vu même des gens danser à l'Assemblée nationale comme quoi quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça veut dire que c'est l'opposition traditionnelle les plus représentative qui avait refusé de postuler et donc eux, ils ont pris le poste. Donc on a vu ces gens-là qui, à un moment donné, ils ont voulu se laver la face en adoptant une limitation de mandat en 2019, mais malheureusement, après 2024, surtout à la fin de leur mandature, ils ont basculé le Togo dans une 5e république, dans un régime parlementaire. Et donc, on peut dire que ça pose problème parce que déjà, on avait une législature qui n'était pas vraiment consensuelle. Et donc, les populations, je peux dire que la législature de 2018 en 2024 était la législature la plus impopulaire du Togo. Et donc, qu'une législature de cette nature-là puisse adopter un test constitutionnel, je pense que ça pose véritablement problème. Donc, à chaque moment, M. Faure Gnassingbé, il revient sur les modes d'adoption de cette constitution-là et lui-même, il a eu à le reconnaître. Légitimer la chose. Voilà, une façon de légitimer la chose. Il avait déjà dit devant l'Assemblée nationale, devant le Congrès, lors de son adresse à l'endroit des députés et des sénateurs. Et aujourd'hui, il revient pratiquement sur la même chose en parlant des modalités d'adoption. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que les gens portent critique par rapport... s'accuse. Oui, bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer parce que ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas les critiques. Il sait très bien que par rapport au mode d'adoption de cette constitution-là, les gens n'ont pas accepté. Je pense qu'on va revenir sur ça, mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que M. Faure Gnassingbé, il parle de démocratie parlementaire, il ne peut pas dire autrement parce que nous sommes censés être dans une république et qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en train de profiter de cette 5e république-là et donc ne peut jamais dire que nous sommes dans une monarchie parlementaire. Je serai à sa place que moi aussi, je dirais que nous sommes dans une démocratie parlementaire. Alors, il continue par se justifier, par expliquer à peu près ce qu'il veut dire, par légitimer, si j'apporte vos mots. Il parle d'une évolution la plus profonde de notre Constitution depuis plus de 30 ans. Le mot que je souligne ici, c'est évolution. Quand on sait que quand il dit 30 ans, on est dans les années 90, avec l'adoption de notre Constitution en 1992, qui a souvent été réclamée, qu'on puisse la faire revenir, mais Faure Gnassingbé l'a battu en brèche, mais aujourd'hui, il pense que nous sommes en une évolution et la plus profonde. Ça veut dire quoi? Bon, ça, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit aujourd'hui. Sa façon de parler prouve à suffisance que c'est lui, le promoteur de cette constitution de la 5e République. Et donc, vu sa manière de parler, on sait en même temps d'où vient cette constitution-là. Et on ne peut pas le dire aujourd'hui. Il explique mieux, en fait. Oui, il explique très bien, même plus que ceux-là qui s'étaient dit entre-temps que ce sont eux qui avaient fait cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. M. Faure Gnassingbé maîtrise bien cette constitution-là mieux que quiconque. Ça veut dire que le monsieur, il était à la gestation quand même de cette constitution. Donc, à un moment donné, personne ne peut me dire que le président de la République n'était pas au courant par rapport
à ce test-là. Et donc, c'est parce que lui-même, il avait approuvé qu'il a promulgué la Constitution. Maintenant, par rapport au changement profond dont il est en train de parler, je ne peux pas le dire. Parce que cette Constitution-là n'est pas passée par référendum. Et donc, on ne peut pas me dire que bon, cette législature qui a adopté cette Constitution-là, une législature très contestée, une législature issue de crises politiques et dont les principaux acteurs de cette crise n'ont même pas participé aux élections. Et donc, on va me dire que les populations vont accepter une constitution adoptée par cette législature. Je pense que ça pose véritablement problème. C'est une manière pour M. Faure Gnassingbé d'ascenser cette constitution et de légitimer un tant soit peu cette constitution-là, disant que cette constitution surpasse la constitution de 92. Mais je me dis, M. Faure Gnassingbé a fait 20 ans sous la constitution de 1992. Et cette constitution-là, il a toujours réclamé, il a toujours agi par le biais de cette constitution. Et donc, à aucun moment, dans les normes, même si on veut changer de constitution, il devait y avoir un débat autour de la constitution. Mais ça n'a pas eu lieu. Et c'est normalement, la constitution de 1992, je le dirai toujours, c'est une constitution, on peut dire, la plus consensuelle de toute la République. De toutes les constitutions que nous avions connues jusqu'en 1992, la constitution de 1992 a été la plus consensuelle possible parce qu'adoptée au-delà de plus de 97%. Donc, si aujourd'hui on doit remplacer une constitution par une constitution plébiscitée pratiquement par la population togolaise, ça veut dire qu'on doit faire un débat, un véritable débat autour de cette constitution pour voir dans quelle mesure on peut améliorer la constitution. Donc dire que la constitution de la Ve République porte les plus profondes aspirations de la population, alors, je pense que c'est abusé. C'est un peu trop dire. Le mot que je souligne ici, moi en tant que journaliste et observateur, c'est évolution. On sait que la Constitution de 92 a été plusieurs fois toilettée sur mesure, toilettée plusieurs fois, et Faure Gnassingbé qualifie ce toilettage de évolution. Est-ce que ce n'est pas vicieux? Vous savez, la Constitution de 1992, après adoption, d'abord, avant même l'adoption, a fait l'objet de consensus avant d'être proposée au HCR de l'époque. Donc, à chaque moment, moi, ce que j'ai eu à entendre, à chaque moment qu'on écrivait et tout, monsieur le général Gnassingbé Eyadema, il donnait son coup de maître, il changeait quelque chose, il apportait quand même ce qu'il pouvait à ce que cette constitution-là soit améliorée. Mais même après l'adoption, nous pouvons savoir qu'il y a eu élection. Avec l'élection où, Maître Yovi Agbouibo et sa coalition qui a remporté les élections, mais on a nommé quand même M. Edem Kodjo, Premier ministre. Donc après cela, il y a eu plusieurs changements dans la Constitution de 1992. Oui. Donc on peut dire que le régime RPT avait adapté la Constitution de 1992 à sa propre cause, selon ses propres réalités, selon son propre vouloir. Et même en 2003, on a sauté le verrou de limitation du mandat, ce qui a permis d'ailleurs au général, en 2002, ce qui a permis d'ailleurs au général Gnassingbé Eyadema de se présenter encore pour un autre mandat. Donc on ne peut pas me dire que cette constitution, donc on ne peut pas me dire que cette constitution-là posait problème à la gestion. Maintenant, M. Faure Gnassingbé ne venait pas d'arriver au pouvoir. Il a fait 20 ans avant. Et patatras, on bascule dans une 5e République. Une 5e République qui n'a pas fait objet de référendum, une 5e République qui n'a pas fait objet de débat public avant adoption. Je me rappelle très bien, et tout le monde le sait, que c'est après adoption de cette constitution-là que certains députés avaient investi le terrain pour porter cette constitution-là, pour éclaircir cette constitution aux chefs traditionnels et à certaines couches de la population, sans même consulter la classe politique togolaise. Parce que les premiers acteurs d'une constitution, ce sont les acteurs politiques. Si vous faites une consultation sans consulter les acteurs politiques et même les acteurs de la société civile, je pense que c'est complètement erroné. Donc, en gros, parler d'évolution, quand on sait que la Constitution de 92 a été plusieurs fois toilettée, c'est un abus de langage. C'est fait pour moi, c'est un peu trop dire. Qu'est-ce qu'il veut? Sa déclaration, est-ce qu'il veut légitimer en fait le toilettage opéré depuis 90, puisqu'il n'y a pas de 30 ans? Écoutez, la déclaration de M. Faure Gnassingbé est profondément politique. C'est tellement politique et ça veut dire qu'il reconnaît que cette constitution-là a du mal à passer. La constitution de 2024.
cette constitution-là a du mal à passer. C'est pourquoi elle a parlé de mode d'adoption, que même si vous n'êtes pas d'accord par rapport au mode d'adoption, il faut savoir que les députés ont fait le travail et tout. Il est revenu par rapport à ce mode d'adoption-là. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que cette constitution-là a du mal à être acceptée par les Togolais. Et donc aujourd'hui, quand il parle de profond changement, c'est une manière pour lui de dire que vous n'êtes pas certes d'accord par rapport au mode d'adoption de cette constitution, mais il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de changements qui pourront peut-être impacter positivement plus la démocratie togolaise. Alors, donc, on attend de voir ce qui va se passer par après. Il va commencer par faire le service après-vente. Il dit, je vais vous parler de cette constitution, de cette nouvelle république et de ce qu'elle change concrètement dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a eu le temps, il s'est tu, il n'a pas eu le courage de nous parler de la constitution avant qu'elle ne soit adoptée. Après l'adoption, il dit, je vous parle maintenant, je vous explique maintenant ce que c'est. Est-ce qu'il fait exprès? C'est un homme politique qui s'est tué au bon moment ou bien c'est maintenant qu'il veut jouer au bon président? Il faut voir aussi le timing par rapport auquel cette constitution-là a été adoptée. Tout était allé très extrêmement vite. Extrêmement vite, avec une certaine célérité. Et donc, je pense que le régime a été surpris par peut-être la fin du mandat du président Faure Gnassingbé. Et donc, imaginez que, après ce mandat-là, il disposait juste encore d'un seul mandat à la tête du pays. Imaginez que M. Faure Gnassingbé change, ou bien ce régime-là décide de changer la constitution, peut-être à l'orée de 2025. Vous voyez un peu, ou bien à l'orée d'une nouvelle élection, ou bien ça aurait créé beaucoup plus de tensions et tout ça. Donc, on a voulu couper court, ou bien on a voulu faire très vite en adoptant cette constitution-là. Et peut-être même, je me rappelle qu'il y a eu certains défenseurs du régime qui avaient parlé du fait que cette constitution n'était pas faite pour M. Faure Gnassingbé parce que disposant encore d'un mandat, donc il n'avait pas de raison. Plutôt même, il a sacrifié un mandat pour la démocratie togolaise. C'était aussi un motif de justificatif des tenants du pouvoir à ce moment-là. Donc aujourd'hui, par cette déclaration, M. Faure Gnassingbé essaie de faire comprendre que cette constitution-là peut changer un certain nombre de choses dans le quotidien des Togolais. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le monsieur sait très bien que la dite constitution a du mal à passer. Et Gabin, il dit que cette constitution n'est pas juste... ce débat n'est pas juste réservé aux juristes ou aux responsables politiques, mais que cela concerne aussi le peuple dans son ensemble. Il répond à peu près aux débats, aux critiques qui lui ont été collées. Il dit, ce choix n'a pas été imposé, il a été voté. Est-ce qu'il fait un jeu, selon moi j'analyse, est-ce qu'il fait un jeu de mots? Quand on sait que ceux qui ont voté cette constitution-là sont légitimes, non pas le mandat est déjà passé, mais il dit que ce n'est pas imposé. Est-ce qu'il répond à peu près aux critiques qui pensent que les gens qui disent qu'on nous a imposé une constitution et il veut encore le légitimer? Oui, c'est une sorte de réponse à tous ceux-là qui disent que non, cette constitution-là a été imposée à la population togolaise parce que n'ayant pas fait objet de référendum. Et par rapport à ce genre de déclaration de la part de M. Faure Gnassingbé, il faut juste comprendre qu'il veut faire accepter cette constitution-là par les Togolais en disant que ce sont vos députés qui ont travaillé, ce sont vos députés. Il fait porter la responsabilité à la législature de Djerry Tama et compagnie. Donc aujourd'hui, je dis M. Djerry Tama parce que c'était lui qui était le président de la commission loi pendant cette période-là, même s'il dit qu'il avait voté contre cette constitution-là, même en commission. Par après, l'histoire retiendra toujours que c'est par le biais de cette législature de 2018 en 2024 là que la constitution de la 5e République a été adoptée. Si ça apporte du renouveau positif au peuple togolais, on va leur attribuer le mérite. Mais si ça ne va pas aussi, on va leur attribuer toutes les conséquences. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître un certain nombre de choses et que M. Faure Gnassingbé attribue la responsabilité de l'adoption de cette constitution-là aux députés de la législature 2018 à 2024. Parce qu'il dit vos élus. Oui, vos élus, vos députés ont travaillé. Ça veut dire que les députés que vous-même vous aviez élus ont travaillé à votre place. Mais j'avais relevé quelque chose. La législature qui n'a pas fait objet de consensus, la législature la plus contestée du Togo, c'est celle
de 2018 en 2024. Parce que, n'étant pas issu des élections acceptées de tous, les leaders qui avaient porté les contestations de 2017 n'ont pas participé à ces élections-là parce que une bonne frange de la population togolaise leur avait demandé de ne pas participer à ces élections-là. Et même, on a vu l'affluence, le taux de participation était très minimaliste. Mais donc aujourd'hui, dire que bon, les députés ont travaillé à notre place, la question de légitimité se pose toujours. Alors, Faure Gnassingbé dit, je suis conscient que certains auraient souhaité un débat public plus large. Donc, il a écouté les reproches, mais a persisté. C'est que quand les Togolais faisaient les reproches, il écoutait. Oui. Mais la seule envie qu'il avait, c'est de quand même faire adopter cette constitution. Pourquoi aujourd'hui il en parle? Le politique a toujours agi comme ça. Il a toujours son agenda. Tant qu'il a le rapport de force, il fait passer ses désiderata. Et puis après, s'il y a un certain nombre de choses, il va venir s'expliquer. Le politique a toujours fonctionné comme ça. Et puis après, même si vous égosillez à dire quoi que ce soit, c'est déjà adopté, on va passer. Hein? C'est un peu ça le problème. Mais en matière d'adoption de constitution, il faut reconnaître qu'il y a une question de parallélisme des formes que nous n'avons pas respecté. En droit, là où vous êtes passé pour monter, c'est par le même endroit que vous passez pour descendre. Et la constitution qu'on a changée, la constitution de 1992 a été adoptée par référendum. Toutes les constitutions togolaises ont été adoptées par référendum. Et donc, c'est la première fois qu'une constitution a été adoptée par une législature, d'ailleurs contestée, et ensuite en fin de mandat. Donc, tout portait à croire que bon, c'est quelque chose qui a été décidé en haut et comme quoi vous devez faire passer cette constitution-là parce que je me rappelle très bien que même quelqu'un de très proche du pouvoir avait dit lors d'un débat qu'il n'avait pas la monture totale de la constitution, qu'il ne savait pas exactement ce qui est inscrit dedans. Ça veut dire que tout était préparé, on voulait faire passer cette constitution-là avant la fin total du mandat ou bien avant les élections législatives qui vont mettre en place quand même une nouvelle législature. Alors, il dit que les réformes ont été menées dans un climat apaisé avec pour seule boussole l'intérêt national. Mais moi, je me demande comment la Constitution a été adoptée dans un cadre où il n'y a pas eu de débat large. Et il pense que ce qui a été fait sans un climat de concertation de manière assez large puisse viser l'intérêt national. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire parce que même quand on me dit que cette constitution a été adoptée dans un climat apaisé, ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'on sait très bien ceux-là qui étaient à l'Assemblée nationale, la majorité était acquise à unir et même l'opposition qui était présente à l'Assemblée n'a été acquise à la cause d'unir. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que bon voilà, c'était dans un climat apaisé parce que je me rappelle très bien, avant l'adoption de cette constitution, la classe politique togolaise s'était mobilisée, mais on n'avait pas permis à cette classe-là de manifester. Donc, ça veut dire que beaucoup de Togolais n'avaient pas accepté cette constitution-là, surtout la modalité d'adoption de la constitution et tout. Donc, beaucoup disaient que si constitution doit y avoir, alors allons au référendum. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que bon, tout était passé comme si il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas de contestation, comme si les gens avaient accepté. Si les gens avaient accepté cette constitution-là, aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé n'allait pas faire des déclarations comme quoi, même si vous n'acceptez pas le mode d'adoption de la constitution, ce sont les députés qui ont. Ou bien il dit que certains auraient souhaité un débat public autour de la Constitution. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que les gens sont en train de contester cette Constitution-là parce qu'il n'y a pas eu de débat public autour. Donc, c'est une question de jeu de mots, mais au même moment, on peut dire que c'est contradictoire. Alors, vous avez bien fait l'analyse de le dire. Alors, il dit que c'est une réussite et que cela conduit à changer la Constitution. Mais ce qui me retient ici, c'est que Faure Gnassingbé dit que cela s'est produit sans rupture. Il parle de la transition et il justifie pourquoi est-ce qu'il était resté à la tête de l'exécutif. Il dit que c'est pour cela que je suis resté à la tête de l'exécutif. Mais on sait aussi que le délai imparti pour la transition n'était pas respecté. Oui, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours évoqué. C'est une question de respect des tests. Et c'est vrai,
À aucun moment, il y a eu de rupture dans les républiques quand on veut changer de constitution, quand on veut changer de régime, puisque l'État est une continuité. Donc, on met quand même une certaine transition en place pour essayer quand même de conduire les affaires courantes. C'est ce qui a été fait. Mais malheureusement, le délai imparti pour cette constitution, pour l'implémentation de cette constitution-là a été outrepassé. Parce que, je me rappelle très bien, l'artiste a dit, l'article 95, si ma mémoire est bonne, avait dit que toutes les institutions de la Ve République doivent être installées dans un délai n'excédant pas 12 mois. Les 12 mois étaient passés et même jusque-là, on n'a pas encore certaines institutions de la République. Je vais parler du protecteur du citoyen, du nouveau RA qu'on appelle HARC, du nouveau RAPLUCIA, de tout ça. Certes, des consignes ont été données en conseil de ministres, mais jusque-là, on n'a pas encore vu la tête de ces nouvelles institutions-là. Ça veut dire que ce délai-là est outrepassé depuis fort longtemps et même, on peut dire qu'il y avait un vide à un moment donné. Il y avait un vide parce que, bon, le délai de 12 mois est trop outrepassé, les élections municipales se sont passées, l'élection des maires aussi, le délai est trop outrepassé et tout ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut aller dans une certaine logique de reconnaissance, si je peux dire, de mauvaise implémentation de la Ve République parce que jusqu'à maintenant, les Togolais n'arrivent pas véritablement à se retrouver dans cette République-là. Je me rappelle très bien, la formation même du gouvernement, on a attendu plus de 5 mois avant que cette constitution et cette nomenclature gouvernementale-là ne soit formée. Et donc aujourd'hui, parler comme si tout était passé dans les règles de l'art, je ne le dirais pas, à mon avis. M. Fona Sigbe est un politique, il ne peut pas dire qu'il a fauté, ils ont fait erreur, il va toujours parler à sa faveur. Alors, il explique aux Togolais que ma fonction a changé. C'est maintenant il le dit. Ma fonction a changé. Je suis passé du président de la République au président du Conseil et il dit cette réforme va-t-elle vraiment changer quelque chose dans la vie des Togolais? Je vais vous répondre clairement. Je vais répondre ces mots. Est-ce que cette réforme changera vraiment quelque chose dans la vie des Togolais? Fona Sigbe répond lui-même. Oui. Et puis dit, je vais vous répondre clairement. La réponse est oui. Alors, est-ce qu'il suffit de dire oui pour qu'une réponse soit vraie? Non, parce que là, on est en train de parler de la gestion du République. Et là, les populations attendent quelque chose. Les populations attendent des réponses à leurs questions. Et je vais encore le reprendre. Ce n'est pas dans cette Ve République-là seul que M. Fona Sigbe est dirigeant. Il avait déjà fait 20 ans à la tête du pays. Donc, ça veut dire qu'il avait un bilan à défendre. Donc, si aujourd'hui les populations sont encore dans des questionnements, ça veut dire qu'il y a certains aspects. Et s'il leur répond, ça veut dire qu'il y a... Lui-même, il a répondu oui. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y avait des manquements. Et beaucoup de manquements d'ailleurs. Ce qui avait conduit à la crise de 2025. Donc aujourd'hui, si lui-même répond que bon, cette constitution va apporter des changements ou bien des réponses crédibles à la population togolaise, ça veut dire qu'il reconnaît qu'à un moment donné, il y a eu problème et donc il faut apporter des solutions aux Togolais. Donc aujourd'hui, quand il dit cela, il va falloir véritablement apporter des solutions aux Togolais parce que, je le disais, il avait déjà fait 20 ans à la tête du Togo. Il avait un bilan à défendre. Et donc, peut-on dire aujourd'hui que son bilan est positif ou négatif? C'est à lui-même de répondre. Je pense qu'il se répond. C'est à lui et au Togolais. Et se répond lui-même. C'est au Togolais et à lui de répondre. Donc moi, j'attends beaucoup plus de réponses sur la vie quotidienne des populations parce que c'est ça l'objectif. Vous êtes à la tête du pays pour apporter des solutions aux problèmes des populations. Si aujourd'hui, on dit aux Togolais, peut-être lors de ce discours-là, au moment où il a répondu oui, et qu'il commence directement par des grandes annonces en disant quoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous allons réduire le prix du gaz butane, le prix de l'essence à la pompe va être réduit, le prix de certains produits de première nécessité vont être réduits, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons faire des forages d'eau un peu partout. D'ici quelques délais, d'ici 6 mois, peut-être nous allons faire 100 forages d'eau dans certains villages. Les populations vont se dire « Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Et s'il fait la déclaration pour dire que les 12,5% de la société sont supprimés, les gens vont applaudir
parce que ce sont ce genre de choses qui vont impacter Effectivement. la vie des Togolais. Mais ce Mais n'est pas il le ne faut cas. pas juste parler politique, parce que là, il est en train de parler de l'aspect politique De la chose. de la chose. Nous, on attend de vraies solutions sur le plan social. Alors, Gabin, Franck Sigbe dit il y aura un changement de méthode. À ce niveau, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour parler de tout cela. Oui. Vous êtes juriste. Oui. Quand un politique dit on change de méthode, d'après mes recherches, cela signifie qu'il reconnaît implicitement un échec. Oui. Que sa manière de diriger hier n'a pas été une réussite. On ne change pas de méthode quand tout fonctionne parfaitement. Cette reconnaissance est toutefois prudente. On parle de méthode, pas de ligne politique, pas de projet, encore moins de responsabilité. C'est une manière de dire le problème n'est pas ce que je fais, mais comment je le fais. Est-ce que c'est ce que vous partagez aussi? Oui, j'ai écouté le discours et cette partie m'a interpellé. Parce que quand on dit qu'un chef d'État, ou bien un ancien chef d'État devenu PC, quand il le dit qu'il va changer de méthode, on gouverne avec la méthode. Et si les résultats ne sont pas exhaustifs, les résultats ne sont pas positifs, ça veut dire que la méthode a été mauvaise. Alors, il va falloir la changer. Donc, ça veut dire que les 20 ans de M. Faure Gnassingbé ont été un échec. Les 20 ans passés par M. Faure Gnassingbé à la tête du pays, la méthode était pas bonne. Et donc, aujourd'hui, il est en train de reconnaître que cette méthode-là n'a pas fonctionné, donc nous devons changer de méthode pour aller vers peut-être un développement inclusif et tout ça. On va en parler bientôt, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? Est-ce qu'il sait que... Bien sûr, c'est un président du conseil, chef de l'exécutif togolais. Donc il sait très bien dans les jambes. M. Faure Gnassingbé, lors de ses apparitions publiques, à chaque moment qu'il s'adresse à la population togolaise, a toujours fait de ce genre de déclaration. C'était lui qui avait parlé d'une minorité qui accapare les biens du pays. C'était lui qui avait aussi parlé de surfacturation dans l'administration publique, ainsi de suite, et d'autres déclarations. Il dénonce. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait après? Je me rappelle très bien qu'après certaines déclarations, la Rapprochée a été mise sur pied. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive véritablement à lutter contre la corruption? Moi, j'aimerais saluer quand même une institution de la République, la Cour des comptes togolaise. Je demande aux Togolais d'aller sur le site de la Cour des comptes pour voir le nombre de rapports que cette Cour-là sort chaque année. C'est une Cour qui travaille très bien, sauf que je pense que les Togolais ne se documentent pas beaucoup. Les Togolais n'aiment pas trop lire. Mais c'est une Cour, si vous prenez ces rapports à chaque moment, vous saurez comment ce pays-là est géré. Et peut-être ça va vous interpeller. Donc, à un moment donné, je pense que non seulement il faut changer de méthode, mais aussi il faut changer de système. Il faut changer certaines personnes, parce que ce sont des personnes qui appliquent la méthode. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé dit qu'il faut changer de méthode, parce que l'ancienne méthode n'a pas marché. Mais qui étaient ceux-là qui avaient implémenté cette méthode-là avec lui? Ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui avec lui dans la Ve République. Donc, au prime abord, il faut faire en sorte que la population ait confiance en des gens qui vont appliquer cette méthode-là. C'est ce que moi, je ne vois pas aujourd'hui. Sauf qu'il ne remet Donc, pas le son système. Oui, le système aussi doit changer parce qu'aujourd'hui, il faut se faire serviteur de la nation. Parce que je me rends compte qu'à chaque moment, il y a une façon de l'entourage de M. Faure Gnassingbé à toujours mettre le président du conseil en avant. Et ça porte préjudice à la politique du président du conseil. Parce qu'à chaque moment, à chaque temps, quand on veut faire quelque chose sous la houlette du président du conseil, sous l'autorité du président du conseil, ainsi de suite, c'est comme si c'est lui qui fait tout et qu'eux, ils n'ont aucune responsabilité. Monsieur le président du conseil doit mettre ses collaborateurs devant leurs responsabilités. Parce que je me rends compte que même dans l'application de cette Ve République-là, il faut se sortir de la peau de l'ancien chef d'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est M. Jean-Lucien Savy de Tové. C'est lui le symbole de l'unité nationale. Donc, il ne faut pas toujours chercher à mettre en avant
le président du conseil. Le président du conseil, c'est un poste politique conjoncturel. C'est un poste contesté par tous les leaders politiques aujourd'hui. Parce qu'eux aussi, ils veulent arriver là-bas. Donc, il ne peut pas faire l'unanimité. Mais celui-là qui est censé faire l'unanimité, c'est le président de la République. C'est lui qui est le pont entre la mouvance qui est au pouvoir et l'opposition. Donc, c'est pourquoi le président du conseil n'a pas de parti politique. Il est à la tête. S'il y a problème aujourd'hui entre l'UNIR et peut-être l'ANC, il peut les appeler et puis essayer de résoudre le problème. Mais j'ai constaté quelque chose le 30 décembre. C'est que les présidents des institutions de la République sont allés présenter leurs vœux au président du conseil. Celui-là qui reçoit les vœux dans toutes les démocraties parlementaires, c'est le président de la République. Parce que lui, il est au-dessus de la mêlée. Il n'a pas de représentation politique, ou il n'a pas forcément de représentation politique. Il n'est pas directement engagé devant le Parlement ou bien devant le Congrès. Donc, lui, il est là, il reçoit tout le monde. Donc, et le Premier ministre ou bien le président du Conseil et les présidents des institutions de la République, s'ils doivent présenter leurs vœux à quelqu'un, c'est à lui qu'on doit présenter ces vœux-là. Et il y a quelque chose aussi. La Constitution de la Ve République a prévu 2 rencontres entre le président du Conseil et le président de la République, dont l'une de ces rencontres-là est assistée par les chefs traditionnels. Nous sommes en 2026 et jusqu'à maintenant, même une seule rencontre, il n'y a pas eu entre le président du Conseil et le président de la République. C'est pourquoi je dis, si on veut arriver à faire en sorte que les populations arrivent à accepter cette constitution-là et que la classe politique accepte cette constitution, ça sera par les actes, ça sera par le respect scrupuleux du test que nous-mêmes, on s'est donné. Alors Gabin, je vais encore m'attarder sur le mot changement de méthode. D'après mes recherches sur le plan politique, cette expression sert souvent à désamorcer une crise de légitimité. Lorsque les tensions sociales montent, que la contestation s'exprime ou que la fatigue du pouvoir devient visible, promettre un changement de méthode permet d'envoyer un signal d'apaisement sans toucher au fondement du régime. Est-ce que c'est ce que vous partagez aussi? Bon, la question de légitimité, la légitimité, c'est une question, moi je mesure cette légitimité-là par le biais des élections. Et lors des dernières élections, c'est UNIR qui a remporté ces élections-là. On peut, à un moment donné, accorder de la confiance dans les urnes à un parti au pouvoir, mais quelques heures après, les actes de ce pouvoir-là peuvent vous interpeller et vous n'allez plus accepter. Le peuple est versatile. Le peuple est versatile. Donc, c'est dire, bon, la méthode et tout, c'est un aveu. C'est un aveu que l'ancienne méthode n'a pas marché et donc les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Donc aujourd'hui, il va falloir changer de méthode. Et on attend juste que le changement-là intervienne parce qu'il ne suffit pas de faire des déclarations. Je me rappelle très bien que M. Faure Gnassingbé avait fait beaucoup de déclarations. Nous, on attendait, quand il nous a parlé d'une minorité, on attendait à ce que M. Faure Gnassingbé agisse pour que la richesse du pays soit distribuée, soit redistribuée équitablement à tous les Togolais et que les auteurs des détournements des deniers publics et tout ça soient poursuivis. Mais jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Donc, on attend véritablement que cette déclaration, vivement que la méthode soit changée et qu'on voit quelque chose de nouveau. Alors, parlant de méthode, voici ce que Faure Gnassingbé met dans sa méthode. Il change de stratégie de gouvernement avec des points clés. Il parle de protéger, de rassembler et de transformer. Pour protéger, il parle de sécurité. Pour rassembler, il parle d'unité. Et pour transformer, il parle d'avenir. Donc, on prend ces points un à un. Pour essayer de décortiquer, on va terminer avec ce second volet. On ne protège pas un pays seulement avec des armes. On le protège en donnant à chacun une vie digne, en donnant une place à sa jeunesse, en évitant que la pauvreté, l'exclusion ou la colère ne deviennent des terreaux de la violence. La sécurité vient aussi du développement, elle vient de l'emploi, elle vient de l'accès aux services essentiels, elle vient d'un pays où personne ne se sent oublié. Ma question est, qu'est-ce qu'il fait en nous rappelant ce que nous savons déjà et ce que lui aussi sait déjà, qu'est-ce qu'il fait? C'est une partie très importante du discours.
Et il a parlé du fait que les populations doivent avoir leur dignité parce qu'on ne peut pas protéger un pays seulement avec des armes. Nous sommes tous d'accord. Parce que la première sécurité d'un pays, ça vient des populations. Et donc, si les populations sont bien à l'aise, ces populations-là ne seront pas des terreaux fertiles pour des violences. Malheureusement, lui-même, il a constaté que la jeunesse togolaise n'est pas mise à sa place. La jeunesse togolaise n'est pas véritablement respectée comme cela doit être. La jeunesse togolaise n'a pas gain de cause de ces multiples travaux qu'il fait tous les jours. Parce que la première dignité d'une population commence par le fruit de son travail. Quand une population travaille bien et qu'en retour, il a un gain suffisant, cette population-là se sent bien. Quand on parle de dignité, une population n'a pas de dignité si elle n'arrive pas à payer sa facture d'eau. Une population n'a pas de dignité si elle a du mal à se nourrir. Une population n'a pas de dignité si elle n'arrive pas à avoir d'eau potable. Une population n'a pas de dignité si elle a du mal à se faire soigner. Est-ce qu'il reconnaît qu'au Togo, les jeunes et les Togolais ne sont pas dans un état de dignité? Est-ce qu'il reconnaît des mots? Oui, bien sûr, c'est un constat aujourd'hui. C'est ce qu'il fait. C'est un constat, c'est ce qui a poussé beaucoup de personnes. Il a parlé de terreau fertile pour les violences. C'est ce qui a poussé beaucoup de personnes à manifester en juin passé. Ça veut dire que même si aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sortent pas pour parler, beaucoup de jeunes ne font pas de manifestations, ce n'est pas parce qu'ils sont bien. Il y a certains qui ont décidé de se taire parce que même s'ils parlent, peut-être ils ont peur des représailles. Parce que n'oubliez pas, il y a certains qui sont encore en détention aujourd'hui, même si il y a grâce qui a été faite à certaines personnes la fois dernière. Donc aujourd'hui, je pense que M. Faure Gnassingbé est revenu sur quelque chose de très important. Ça veut dire que lui-même, il voit la jeunesse togolaise et il reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je sais très bien que la jeunesse togolaise, c'est une jeunesse très travailleuse, c'est une jeunesse qui bosse très dur, mais est-ce que cette jeunesse-là arrive à vivre de son travail? Est-ce que cette jeunesse-là arrive à vivre des sueurs de son front? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc la dignité, il faut accorder les services sociaux les plus importants aux populations, l'eau, l'école, la santé. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Togolais, quand ils sont malades, ils ont peur d'aller dans les centres hospitaliers du Togo. Parce que déjà, quand tu vas dans un centre hospitalier et que c'est à toi-même d'amener un moustiquaire pour couvrir ton patient, quand tu vas dans un centre hospitalier et que tu dois supplier un médecin qui peut-être doit avoir sa garde, mais il doit venir travailler pour toi et tout, je pense qu'aujourd'hui, à tous les niveaux de la vie sociale du Togo, M. Faure Gnassingbé doit faire des efforts et surtout économiquement, il doit faire des efforts parce que la population est en train de croupir sous le poids de la pauvreté. Nous allons revenir également sur l'aspect économique, mais voilà. Encore une question à ce niveau. Un chef d'État ne dénonce pas, il agit. Oui. Il ne dit pas aux gens ce qu'ils savent, il fait un bilan. Quand on dit qu'on ne protège pas un pays seulement avec des armes, quand il nous dit ce que nous savons déjà, est-ce qu'il fait exprès, est-ce qu'il veut avoir la sympathie des gens, est-ce qu'il veut leur faire croire que voilà, je vous comprends, je connais votre besoin? Oui, c'est une manière pour lui de dire que non, je comprends tout ce que vous êtes en train de dire, je sais ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc aujourd'hui, par cette déclaration, il veut faire savoir aux Togolais que non, je sais ce que vous dénoncez tous les jours, je connais votre quotidien. Mais dans les normes, au-delà de ce genre de déclaration, ça doit être accompagné de propositions ou bien d'actes. Sauf que pour juguler ce problème, nous allons faire ci, nous allons faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Par rapport au fait que ils disent que non, la population doit avoir une certaine dignité pour assurer une protection à la nation. La dignité, je viens de citer un certain nombre de choses. Donc, si il dit aujourd'hui que j'ai relevé que dans ces zones-là, il n'y a pas d'électricité, nous allons couvrir la zone-là d'électricité. Dans peut-être 100 localités, il n'y a pas d'eau potable, donc nous allons faire de l'adduction d'eau potable, ainsi de suite. Je pense que les populations vont se dire, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous attendons. Parce que vous êtes chef de l'exécutif. L'exécutif, c'est exécution des projets. Donc, si quelqu'un doit dénoncer, c'est beaucoup plus la population qui doit dénoncer, c'est beaucoup plus la société civile qui doit dénoncer. Vous prenez acte et vous faites des annonces par rapport à cette déclaration-là. J'ai écouté vos revendications, nous allons faire ci, nous allons faire ça, même si nous ne faisons pas tout. À ce moment-là, je pense que nous allons faire le nécessaire pour que vous vous sentiez mieux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'il
il parle de manière assez globale et générale. Il dit, c'est pour cela que nous poursuivrons notre stratégie globale qui associe sécurité, développement local et cohésion sociale. On ne sait pas concrètement ce qu'il met dans tout cela. Il parle de manière vague. Donc, ça lui donne le temps peut-être de faire ce qu'il veut quand il le fait selon ses moyens. Maintenant, parlons du second aspect qui consiste à rassembler. Là, il parle de l'unité. Le mot fort que je retiens là-bas, c'est renforcer. Il dit, nous allons renforcer l'unité nationale. Quand on sait que le Togo est traversé par des couches sociales un peu divisées ici et là, est-ce qu'il veut nier une évidence ou bien un constat qu'au Togo, il y a des divisions ici et là? Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint l'idée de nation. C'est réel. Il y a encore des clivages et donc les populations n'arrivent pas à s'attendre. Certaines couches ne s'attendent pas avec certaines couches parce que déjà, quand vous avez une population où il y a seulement deux entités, c'est-à-dire une classe majoritaire qui est vraiment, vraiment pauvre et une classe minoritaire qui est vraiment, vraiment riche, déjà il y a un clivage. Il ne peut pas y avoir de l'attente. Et bizarrement, cette classe minoritaire-là nargue, passe tout son temps à narguer les pauvres populations. Alors que ce sont les pauvres populations qui travaillent beaucoup plus. Alors là, ça pose véritablement un problème. Si vous travaillez 365 jours sur 365 et que votre enfant est souffrant et que vous ne pouvez pas lui acheter un simple para, alors que quelqu'un qui peut-être peut passer toute sa vie à dormir ou bien toute l'année à dormir dans sa maison, mais conduit quand même de grosses bolides et ses enfants vont dans les meilleures écoles et tout, ben, vous allez vous poser des questions, ça crée des frustrations. Donc l'unité nationale, ce n'est pas la redistribution des richesses nationales. Ça passe par là. Et surtout par la question de la dignité. Il a si bien évoqué la question de la dignité. Il va falloir que chacun puisse avoir le minimum vital. C'est ce qu'il faut. Parce qu'au moins, nous savons très bien que dans une république, nous ne pouvons pas être égaux, mais chacun peut avoir quand même le minimum vital. C'est ce qu'il faut chercher aujourd'hui. Et lui, c'est le chef de l'exécutif aujourd'hui. Il doit beaucoup plus agir. Parce que, bon, là, je mets un peu de bémol. On peut dire que, bon, dans l'ancien système, il était président de la République et qu'il y avait un gouvernement en dessous qui lui rendait compte et tout. Mais maintenant, c'est lui-même qui est le chef du gouvernement. Donc, on l'attend à l'œuvre vivement que cette nouvelle méthode qu'il promet va changer la donne et que les populations vont arriver à avoir gain de cause. Alors, Front Nassingbe fait aussi un clin d'œil à l'opposition. Il dit que l'opposition est une partie composante essentielle de la République. Il nous fait un rappel toujours de ce qu'on sait déjà. Mais ce qui m'intéresse, Gabin, c'est qu'il va définir ce que c'est que la responsabilité de l'opposition. Il dit, l'opposition, elle est responsable de questionner, d'alerter et de proposer. Je ne sais pas, mais est-ce qu'il veut signifier, est-ce qu'il veut mettre l'opposition dans un cadre précis, sans débordement? Est-ce qu'il veut soigner une position qui lui convient? Moi, ça m'a gêné. J'ai écouté certains dire et applaudir que non, il a parlé bien à l'opposition et tout. Moi, ça m'a gêné. Parce que les responsables de l'opposition, ce sont de potentiels dirigeants demain. J'ai toujours dit l'opposition, ce n'est pas une force de proposition dans une république. L'opposition, là, est là pour être une alternative. L'opposition fait son programme de société lors des campagnes électorales. Mais quand il n'y a pas de campagne électorale, l'opposition mène ses activités politiques. L'opposition n'est pas là pour accompagner un président du conseil pour lui dire « Monsieur le président du conseil, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, et donc faites ceci, faites cela. » Non, ce n'est pas ça le rôle de l'opposition. D'ailleurs, est-ce que l'opposition est financée pour aller sur le terrain, pour recueillir les aspirations de la population, pour ensuite venir faire des propositions au président du conseil? Non, ce n'est pas cela. L'opposition, la politique, c'est un champ, c'est un marché. La population est la clientèle et donc elle achète auprès du plus offrant. C'est comme ça. La politique, ce n'est pas une affaire de « moi je suis là, ad vitam aeternam, et donc vous venez me faire des propositions pour que je puisse m'améliorer. » Vous avez pris le pouvoir parce que vous avez fait un programme de société. Conduisez votre programme de société jusqu'à terme. Parce que ce n'est pas pour rien que vous avez des ministres. Ce sont les ministres qui doivent, dans leur domaine, faire le recensement des problèmes de population et ensuite vous allez implémenter des projets
pour soulager les populations. Ça, ce n'est pas le rôle de l'opposition. Alors, ma question, Gabin, est-ce Oui. que Faure Gnassingbé veut nous expliquer le genre d'opposition qu'il veut au Togo? Bien sûr, c'est ce qu'il est en train de faire et excusez-moi, à mon humble avis, il a très mal fait. Il a très mal fait parce que demain, lui aussi, il peut se retrouver dans l'opposition. Et ce n'est pas à lui de dire à l'opposition ce que l'opposition doit faire. Ce sont des gens responsables dans l'opposition. Personne ne peut dire peut-être à Maître Apévon d'agir comme tel ou bien d'apprendre à Maître Apévon comment il doit agir. Personne ne peut apprendre à M. Jean-Pierre Fabre, à Dama Diamagbo et compagnie comment ils doivent agir. Personne ne peut apprendre au professeur Olou comment il doit agir. Ce sont des gens d'un certain niveau. Et donc aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, excusez-moi, mais ces gens-là sont dans la politique avant M. Faure Gnassingbé. Maître Apévon, M. Jean-Pierre Fabre, professeur Olou, Dama Diamagbo et Maître Isabella Megavi, pratiquement professeur Aimé Gogué, ce sont des gens qui sont dans la politique depuis avant M. Faure Gnassingbé. M. Faure Gnassingbé n'a pas aujourd'hui à apprendre à ces gens-là comment ils doivent se comporter, excusez-moi. Moi, je me dis toujours que si nous voulons réellement une démocratie, donnons à l'opposition sa place. On ne va pas dicter à l'opposition de faire ci, de faire ça, non. Permettez juste à l'opposition de faire ses activités politiques. Quand l'opposition veut faire une marche ou bien veut faire un meeting, la plupart du temps, les marches sont soldées par un discours, par une déclaration. Ce n'est pas cette déclaration-là que peut-être une proposition ou bien des revendications peuvent être faites à l'endroit du pouvoir. Mais si vous empêchez l'opposition de manifester, si vous empêchez l'opposition de marcher, si même dans leur siège, quand l'opposition est en train de faire un meeting ou bien une rencontre avec ses militants, que certains peuvent rentrer dans ce siège-là et tabasser les gens de l'opposition. Vous pensez que c'est assez responsable? Ce n'est pas du tout responsable. Il faut juste respecter l'opposition, lui donner sa place et surtout leur permettre de mener les activités politiques. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté cette partie-là. Sincèrement, moi, ça m'a offusqué. Je me suis dit, l'opposition, les propositions, on en fait tous les jours. Vous savez, pour faire des propositions là, la société civile est là. Les ONG sont là. Même vous, les journalistes, vous faites des propositions. Les analystes font des propositions à chaque moment. Donc, l'opposition togolaise, moi, je l'ai toujours dit, a toujours été une opposition très, très, très responsable. Parce que c'est une opposition qui n'est jamais allée dans l'extrême violence. L'opposition, là, est une opposition très responsable. Toutes les républiques aimeraient avoir une opposition comme celle togolaise. Parce que c'est une opposition qui a toujours accepté d'aller à la table de discussion, même si elle est en possession de force, même si elle a la capacité d'être intransigeante. Alors, Gabin... Non, je vais finir. Allez-y. On a vu plusieurs dialogues depuis 1990, APG, tout ça, mais le plus grand problème du Togo, c'est que les conclusions de ces dialogues-là n'ont jamais été appliquées. Alors, donc, à un moment donné, j'aimerais juste qu'on respecte l'opposition et qu'on leur donne leur place. Est-ce qu'en parlant ici, l'opposition doit être responsable, elle doit questionner, alerter, proposer? Est-ce que Faure Gnassingbé veut dire à cette clique-là d'opposition dite radicale, excusez-moi messieurs, on ne veut plus de vous dans notre nouvelle République? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Parce que c'est eux qui sont qui ne sont pas rimés sur ce qu'ils proposent aujourd'hui. Si M. Faure Gnassingbé veut avoir juste une opposition qui est là en train de le caresser dans le sens du poil, une opposition qui est là, qui lui demande de le nommer au Sénat, de le nommer peut-être à des postes politiques, je pense qu'il a tout faux. Il a tout faux parce qu'on a besoin de vraies critiques pour avancer. On a besoin d'une vraie opposition pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi je dis, ceux-là qui disent qu'il n'y a plus d'opposition au Togo, qu'ils fassent très attention. Parce que le président du Conseil, lui, il sait très bien qu'il y a encore une opposition au Togo. Il y a une véritable opposition au Togo. C'est ça le problème. Donc les Togolais doivent sortir de leur tête qu'il n'y a plus d'opposition au Togo. Encore que l'opposition, là, ce n'est pas juste le chef du parti politique. C'est toute la population derrière. Donc, à un moment donné, circonscrire l'opposition dans un rôle, le seul rôle qu'on doit dire à l'opposition, donner peut-être à l'opposition,
c'est de respecter la législation de la République. C'est Alors, tout. alors- Et donc, l'opposition togolaise a toujours respecté les textes de la République. Alors, Gabin Faure Gnassingbé dit qu'il souhaite une culture politique nouvelle. Mais comment, je ne sais pas. Il dit qu'il faut maintenant des débats. Sauf que depuis qu'il est venu au pouvoir, en tant que président de la République, il ne s'est pas prêté au jeu du débat. Ses ministres ne sont pas assez fréquents depuis que cette nouvelle République a été mise en vigueur et le gouvernement nommé. Le débat contradictoire n'existe pas sur les médias. Est-ce que c'est encore des paroles vaines? Bon, je pense qu'il est en train de prôner une certaine rupture. Après la Donc, quatrième République, donc il exprime quelque chose d'autre. C'est lui qui a parlé. Ce n'est pas nous qui l'avons dit à sa place. Et donc, nous savons très bien que le régime parlementaire est un régime de débat par excellence. Donc, ce qu'il a dit dans son discours, moi j'attends vivement que peut-être d'ici la fin du mois, qu'il fasse une conférence de presse, qu'il ait un parterre de journalistes devant lui, qu'il lui pose véritablement des questions sur la 5e République et surtout sur son programme de société pour les 5 ans à venir. Donc aujourd'hui, nous, on le prend au mot. C'est lui qui a dit qu'il faut une nouvelle culture politique. Ça veut dire que lui-même, il va prendre le devant parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On attend à ce qu'il commence par implémenter cette nouvelle méthode-là. Alors, en termes d'unité, Faure Gnassingbé parle aussi de la grâce, de la clémence. On l'a vu récemment. Il a signé un décret qui a libéré certains acteurs politiques, ce qui a légèrement décrispé un peu la tension qui existait. Mais il dit, comment est-ce qu'il le justifie? Il dit que les erreurs au moment d'égarement ne doivent pas ne doivent pas briser des destins. Il parle des gens qui ont été libérés. Ma question, Gabin, est-ce que ceux qui ont manifesté le 6 juin étaient en erreur? Est-ce qu'ils étaient en erreur? Est-ce qu'ils étaient en égarement? Est-ce qu'ils ne reconnaissent pas? Est-ce qu'il ne veut pas dire que ces messieurs-là ne savent pas ce qu'ils font? Ces Togolais qui ont été arrêtés à Affection, qui a écrit un poème qui a été arrêté, Madame Amavi qui a été frappée, torturée, Amron torturé, les jeunes là, journalistes Koundé consort torturé. Faure Gnassingbé dit que pourquoi je vous libère, vos erreurs, vos égarements ne doivent pas briser vos destins. C'est une situation qui personnellement m'a attristé parce que moi je me dis, quelqu'un qui est en train de faire de la politique, sa place n'est pas en prison. Peut-être on peut reprocher un certain nombre de choses à des gens, mais ne pas les mettre en détention. Quand on connaît très bien comment notre prison est. Et on peut dire, bon, des gens, ils sont allés filmer des choses. Quand vous voyez réellement ce qu'on reproche à Dame Koumaï, les chefs de l'accusation qui portent sur elle, si, excusez-moi, si c'était vrai, on n'allait jamais la relaxer. Ouais. On n'allait jamais l'élargir. Ça veut dire qu'à un moment donné, la justice aussi n'a pas bien fait son travail. Parce que moi, j'ai toujours dit que chacun assume ses responsabilités. À un moment donné, on va vouloir peut-être servir à quelqu'un ou bien soutenir quelqu'un, mais on le fera très mal. La place de ces jeunes-là, à aucun moment, c'était en prison. Moi, il ne s'agit pas de mettre les gens en ouf et puis après, le président du conseil va faire une grâce. Mais est-ce que réellement leur place était en prison? Comment en est-on arrivé là? Il faut aller toujours au-delà d'un certain nombre de considérations. Parce qu'ils ont commis des erreurs. Moi, je ne dirais pas que ces gens-là ont commis des erreurs. Chacun a sa manière de dénoncer. Chacun a sa manière de parler. Certains peuvent aller dans un établissement public en délabrement, filmer. Ça peut vous faire mal. Parce que vous allez dire que non, celui-là est en train de salir mon image. Mais derrière, cette personne est en train de dénoncer un fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Apportez juste des solutions. Si demain, cette même personne-là va sur les lieux et filme et constate que, réellement, la dernière fois que j'étais arrivé ici, l'établissement était en total délabrement, mais maintenant, c'est bien propre, c'est bien construit, ben, c'est aussi sa manière de participer à la construction de l'édifice national. Donc, moi, mettre les gens en prison et puis après les libérer. Parce que déjà, il y avait un ministre qui avait nié mordicus
qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion dans ce pays. Oui. Mais depuis 2018 jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui sont en détention, détention préventive. Jusqu'à maintenant, mais n'ont pas été jugés. Alors, je vous lis rapidement. Donc, j'exhorte juste la justice à faire son travail. Le PCI a fait sa part en libérant, en faisant la grâce présidentielle à certaines personnes. Il faut que la justice fasse son travail pour que les autres aussi soient relaxés. Je vous lis rapidement ce que déclare le directeur d'Amnesty International au Togo par rapport à sa libération. C'est une bonne nouvelle qui est une étape importante pour la mise en œuvre des engagements du Togo dans le domaine des droits humains, entre autres l'examen périodique universel EPU et d'autres mécanismes internationaux. Elle est d'autant importante qu'elle prend en compte plusieurs activistes détenus pour leur prise de position critique envers les autorités. C'est un pas positif et nous invitons les autorités à prendre les mesures courageuses pour régler la question de surpopulation carcérale qui reste un défi permanent dans la gestion des prisons au Togo. Ça veut dire que c'est un fait. Si Faure Gnassingbé veut vraiment régler cette question et proposer l'unité togolaise, je pense qu'il y a un cas urgent qui est notre prison civile qui est dans un état difficile. Il y a un cas urgent, mais aussi il y a le processus par lequel on interpelle les gens. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de libérer les gens après, mais la question de savoir est-ce que ces personnes ont été interpellées dans les règles de l'art. Je vais parler de Dama Mavi. Ouais. C'est sur les réseaux sociaux que les gens ont pris, qu'on dit que non, qu'il n'avait plus de ces nouvelles, ainsi de suite, et puis patatras, on la retrouve en prison. C'est un enlèvement. Est-ce que c'est une manière d'interpeller les gens, ça? C'est là la question. Nous sommes dans une république, ces dames-là ne disposent pas d'armes, elles n'ont aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'elles ont là, c'est juste de parler. C'est tout. Donc, à un moment donné, interpeller les gens de cette manière-là, je pense qu'il faut véritablement revoir le système judiciaire au Togo parce qu'il ne suffit pas, je veux dire, modernisation de la justice. C'est plutôt le comportement de nos juges qu'il faut voir, de nos procureurs qu'il faut voir. Parce qu'à un moment donné, si nous voulons être en paix et que si nous voulons un développement harmonieux pour notre pays, il va falloir qu'on dépasse un certain nombre de choses. Aujourd'hui, certes, il y a certains qui sont libérés, mais ne peuvent plus parler. Parce que la peur. Or, ce qui concerne la République, la gestion des affaires politiques publiques, la politique, mais aucun Togolais ne doit avoir peur d'en parler. Aucun Togolais ne doit avoir peur d'en parler. Il faut toujours... Et au-delà, aujourd'hui, il y a certains qui sont à l'extérieur, mais ces personnes-là ne peuvent plus rentrer. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais juste à cause de leur opinion politique. Ils ont peur. Même si, bon, à un moment donné, un ministre a dit qu'ils n'ont chancé personne, mais il faut dire, est-ce que Tipi Achadam aujourd'hui, s'il rentre, est-ce que ça va faire du mal à quelqu'un? C'est un fils du pays. Maître Akile Soboko, s'il rentre, est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Il va aider le pays. Sauf qu'il y a des gens qui le commandant Olivier Amapoko, Kofi Kounté, votre confrère Ferdinand Haïté, Carlos Ketou, on a tellement de têtes à l'extérieur. Il va falloir une amnistie. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit le Togo a besoin d'une assise nationale pour régler toutes les questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation avant 1990. Les gens ne doivent pas l'oublier. C'est la même chose pratiquement aujourd'hui. Des détentions, après grâce, des exilés. C'est la même situation pratiquement aujourd'hui. Il va falloir aller à une assise nationale pour régler tous ces problèmes-là. Je pense que M. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un de... Vous n'allez pas anticiper la question que j'ai posée à la fin de l'émission. Oui, je ne vais pas anticiper. Gardez-la pour vous, s'il vous plaît. Parlons maintenant de l'avenir. Le dernier point abordé par Faure Gnassingbé, il dit notre pays progresse depuis plusieurs années en matière d'infrastructure, de stabilité économique, d'intégration régionale, de digitalisation. Ces efforts sont réels et ils doivent être reconnus. Est-ce qu'il revient aux gens de reconnaître ou bien nous devons nous-mêmes voir que le pays progresse? Est-ce qu'il doit nous dire, vous devez reconnaître que je travaille? Bon. Je pense que les Togolais attendent de voir les résultats de ce genre de déclaration parce que... Non, il dit que c'est ça produit, oui, hein? Mais on doit le voir. Oui, mais il va falloir que ça soit palpable. Oui, il va falloir que nous-mêmes, on puisse arriver à toucher cela du doigt. Parce que économiquement, je prends juste l'aspect économique.
est-ce qu'aujourd'hui le Togolais a un bon salaire? Parce que le SMIC a été revu à la hausse de 52 500, mais plusieurs Togolais sont toujours à la barre de 35 000, 28 000 francs. Le chiffre. Est-ce que le Togolais aujourd'hui arrive à manger à sa faim? Les chiffres sont différents. L'indice de développement. Oui, lui, il est en train de parler, peut-être, il est en train de parler par rapport, comment on dit, aux institutions de Bretton Woods, les chiffres qu'il donne. Mais les réalités sur le terrain sont très différentes. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais ont du mal à manger. Il suffit juste de voir, nous sommes en période de fête, hein, mais il suffit juste de voir l'atmosphère, de voir comment les Togolais vivent, vous saurez que véritablement il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, si l'aspect économique n'est pas assez reluisant, ben, moi je m'attendais beaucoup plus à ce qu'il se fasse des déclarations. Parce qu'aujourd'hui, tout est cher pour le Togolais. Le gaz, l'électricité, l'eau, la nourriture, c'est tellement compliqué pour le Togolais d'arriver à vivre décemment. Je pense qu'ils ont reconnu cela, c'est pourquoi ils ont encore initié ce programme Novici Bis là. Donc, à un moment donné, je pense que certaines déclarations, ça irrite. Et il va falloir reconnaître que les Togolais ne vivent pas bien. Économiquement, ça ne va pas. Parce que j'avais dit quelque chose. Certains marchés du Togo avaient brûlé. Or, nous savons que ce sont ces marchés-là qui détiennent la plupart de notre économie. Et que dans l'ancien marché, grand marché de Lomé, pratiquement ce sont des Togolaises et Togolais qui occupaient ce bâtiment-là. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes sont tombées en ruine. Les personnes que ces personnes-là avaient employées sont en chômage. Certains même, c'est grâce à Dieu qu'ils ne continuent pas à survivre. Donc, à un moment donné, il va falloir reconnaître que les Togolais ne vivent pas bien. Mais par rapport aux infrastructures, je reconnais à M. Faure Gnassingbé, quand il était arrivé au pouvoir, il y a certaines routes et autres là qui ont été construites. Agoué, tout ça, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, on a déjà dépassé cette étape-là. Et le parc automobile, ça augmente de volume. Aujourd'hui, les Togolais ne voient pas cela comme des infrastructures. Excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez certaines voies, vous vous demandez, ben, est-ce que ça, là, c'est normal? Je prends juste Lomé d'Apaon. En 2010, on nous a promis une autoroute. Comment on appelle autoroute de l'amitié ou bien quelque chose du genre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a cette autoroute-là? Depuis 2010. Et j'ai entendu le ministre en 2024 dire que, bon, il n'y a pas de moyens pour construire une autoroute. La question des infrastructures étrangères, et ce ne sont pas que des routes. Aujourd'hui, on n'a pas de salle de spectacle. Si les artistes veulent faire leur concert, c'est peut-être au stade Omnisport, c'est peut-être au Palais des Congrès. On n'a pas de centre de théâtre, même musée. Le musée qu'on a, c'est au niveau du Palais des Congrès là-bas. Quand tu y vas, pratiquement, il n'y a rien. Des infrastructures sanitaires. Le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus. Et au niveau des infrastructures scolaires, notamment avec l'arrivée du professeur Doji Kokoroko, il y avait assez de travaux qui ont été faits. Bon, on a vu certains nouveaux établissements qui ont vu le jour. On a vu aussi beaucoup d'établissements scolaires qui ont été clôturés et tout ça. On peut dire que c'est un avancé. Mais après 20 ans au pouvoir, on peut dire que c'est peu. C'est très peu pour la population togolaise parce qu'aujourd'hui, il y a encore dans certaines localités où des écoles sont en banco, des élèves s'asseyent sur des planches et tout ça. Je pense qu'il va falloir faire assez d'efforts. Bon, il a dit, c'est un politique, il est en train de faire son bilan, il parle des avancées qu'il a fait, mais je pense qu'au niveau de la population, ce n'est pas véritablement cela parce qu'on mérite mieux, les populations méritent mieux et ils veulent avoir de meilleures infrastructures, que ce soit routières, scolaires, sanitaires, à tous les niveaux, les Togolais ont besoin véritablement d'infrastructures. Alors, on va terminer avec ça, hein. La diplomatie, pour réussir, nous avons besoin de regarder au-delà de nos frontières. Ensemble, notre pays, le Togo, demande d'avoir des portes au-delà de nos frontières, de nouer des partenariats, défendre notre pays. Et quand on accuse Faure Gnassingbé, à chaque fois ici, d'être trop porté vers l'extérieur, il dit qu'il le fait pour nous, qu'il parle négocier et que
c'est avec la diplomatie qui veut se tailler une place au Conseil des Nations dans la sous-région. Est-ce que vous y croyez? Bon, je veux bien y croire, parce que il faut être optimiste par rapport à son pays, mais au même moment, il faut s'attarder sur les résultats. Parce que, bon, depuis fort longtemps, le Togo a toujours été un pays tourné vers l'extérieur. Depuis l'époque du président général Gnassingbé Eyadema, le Togo a toujours résorbé certaines crises dans beaucoup de pays et tout ça. Je pense que c'est à mettre à notre actif, c'est ce qui nous vaut d'ailleurs le nom de pays de paix. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons aller beaucoup plus vers la recherche de l'intérêt. Et il y a certaines choses à mettre à l'actif de M. Faure Gnassingbé, du professeur Robert Doucet, qui ont essayé d'exempter les Togolais de visa dans certains pays et tout ça. Mais je pense que c'est très peu. Et aujourd'hui, la question véritablement est de savoir si le Togo arrive à tirer de très bons profits par rapport à ce qui est dépensé. Parce que déjà, pour voyager, il faut mettre du fuel, il faut séjourner dans des hôtels et tout ça. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on dépense, on arrive à avoir le profit, non seulement le capital dépensé, mais aussi le profit? Et ce qui interpelle beaucoup plus les Togolais aujourd'hui, c'est par rapport à la relation entre le Togo et les États-Unis aujourd'hui. Les Togolais ne peuvent plus voyager aujourd'hui. Or, nous savons très bien que dans toute la diaspora togolaise à l'extérieur, bon, dans toute la diaspora togolaise, c'est celle des États-Unis qui apporte beaucoup plus à l'économie togolaise. Et donc, avoir une grande communauté aux États-Unis profite beaucoup plus au Togo. Mais si le Togo ne peut pas avoir de très bonnes relations aujourd'hui avec les États-Unis, si les Togolais ne peuvent plus se rendre dans ce pays-là en toute liberté, même certains qui ont même les papiers, aujourd'hui ont du mal à rentrer pour les fêtes parce qu'ils se disent, bon, on ne sait pas si peut-être pour retourner, on va les bloquer et tout ça. Donc, ils ont refusé pratiquement de rentrer. Donc, à un moment donné, je pense que moi-même, ma famille, j'ai des cousins autres là qui ont refusé de rentrer parce qu'ils se disent, ils ne savent pas que si jamais ils rentrent au pays, on va encore les permettre de repartir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande perte de notre diplomatie, c'est par rapport à cette relation entre le Togo et les États-Unis. Si on arrive à résoudre cela, je pense que notre diplomatie va mieux se porter. Mais avoir des relations, que ce soit avec l'Azerbaïdjan et autres là, bon, je ne sais pas ce que ces pays-là nous apportent véritablement en termes de gains, parce que de manière intéressée. Et au niveau de la sous-région, c'est vrai, c'est bien beau de résoudre des crises dans la sous-région, mais derrière, il n'y a pas de véritable gain. Les seuls gains, c'est peut-être avec l'AES où les gens viennent ici pour les histoires de port et tout ça. Donc, en réalité, moi, grosso modo, on peut mettre certains ajustements au profit de M. Faure Gnassingbé, mais ce n'est pas trop intéressé. Il faut aller véritablement au-delà. Alors, terminons avec la question qui vous brûlait la gorge au départ, quand vous parliez d'un retour vers les années 70, 80, 90, sous l'ère Eyadema. Faure Gnassingbé parle de protéger, rassembler et transformer. Pour des observateurs, cela ressemble très pour très au RPT, qui avait également cette ambition de protéger, de rassembler, qui est déjà l'effigie du parti politique transformé. On a vu que dans les années 80, il y a eu des infrastructures qui ont été créées ici et là. Est-ce que Faure Gnassingbé est en train de renouer avec un passé douloureux du Togo, le parti unique, avec ses idéaux rassemblés, protégés et transformés? Bon, rassembler, ça veut dire que premièrement, il y a un problème et il y a une certaine division. Et rassembler, il va falloir commencer par la classe politique. Aujourd'hui, la classe politique togolaise est profondément divisée, surtout par rapport au non-respect d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition se méfient du pouvoir. Le pouvoir aussi, peut-être, se méfie de C'était pareil aussi en 90. C'était pareil entre 70 et 90. Mais après la conférence et tout, bon, on a cru que tout allait bien se passer. Et puis, en 2002 et tout ça, tout a chamboulé. Un pas en avant. Donc, on n'a pas fait un pas. J'avais dit ici que nous sommes dans une sorte de travail
décisif. À chaque moment, on est dans un cercle vicieux, on revient à la même chose. Donc, je pense que la bonne volonté aujourd'hui doit nous conduire à un véritable rassemblement autour de la nation. Et pour passer par ce rassemblement-là, il faut aller vers un dialogue inclusif, un dialogue sincère avec les partis de l'opposition, une assise véritablement nationale. Vous y croyez aujourd'hui, Gabriel? Je veux y croire. Parce qu'on voit parce déjà... parce que le président du Conseil... ce qu'on appelle l'opposition et cette radicale n'est pas dedans. J'avais dit que ce n'est pas à lui d'apprendre ça à l'opposition. C'est ce qu'il dit déjà. Parce que ce sont des gens qui étaient dans la politique bien avant. C'est ce qu'il dit. Et il faut reconnaître aussi quelque chose, que un mécanicien ne peut pas apprendre à un menuisier comment il faut travailler. Donc, lui, il est aujourd'hui au pouvoir. Demain, quand il sera dans l'opposition, lui-même, il saura comment il va se comporter au sein de l'opposition. Mais pour le moment, il doit laisser quand même l'opposition faire son travail. Le plus important est que les activités-là soient faites dans le cadre légal et que pour l'intérêt national. Donc, aujourd'hui, rassembler, il va falloir commencer par lui-même parce qu'il est politique. Il va falloir qu'il s'asseye avec ses compagnes ou bien ses compagnons dans la politique. Et c'est ça qui va montrer l'exemple aux Togolais. Ses compagnons, voilà. Ses compagnons dans la politique. Oui. Et donc, c'est ça qui va permettre aujourd'hui aux Togolais d'apprendre de lui. Parce que c'est lui le chef. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de diriger. S'il arrive à s'asseoir avec la classe politique de l'opposition, s'il arrive à débattre ouvertement et surtout à trouver des solutions aux problèmes politiques, je pense que les Togolais vont tirer leçon. Parce que de toutes les façons, les Togolais eux-mêmes n'ont pas de problème. C'est toujours les politiques qui font ce genre de choses. Donc, à un moment donné, il va falloir commencer par cela. C'est la classe politique qui a toujours divisé. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'eux-mêmes, ils aillent vers cette union et ça va se rejaillir sur la population. Et transformer, je ne sais pas de quelle transformation il est en train de parler, parce que la transformation, nous, on veut le voir sur le terrain par rapport au changement dans notre quotidien, dans notre vie socio-économique. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc, vivement que tout ce qu'il a eu à dire, il puisse arriver à l'implémenter parce que nous sommes dans une république nouvelle et tout doit changer parce que lui-même, il a parlé de changement de méthode. Gabin Adjahou, l'émission a été légèrement longue, mais c'est important. On a consacré du temps à revenir sur tous les détails importants que notre rédaction juge importants pour revenir dessus et l'expliquer aux Togolais de manière assez simple parce qu'après le discours, il n'y a pas eu autre chose proposée par l'exécutif. Donc nous, on doit le faire. Merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu. Une fois encore, je vous exprime ma reconnaissance, mes amitiés. Merci d'avoir accepté durant une année rester avec nous. L'année a encore commencé. Vous êtes là. Meilleurs vœux, santé, succès et à ceux qui nous suivent également. Merci pour les soutiens, pour les commentaires. Merci pour les critiques. Parfois difficile, mais c'est ça la démocratie. Vous avez le droit de nous critiquer violemment et on doit accepter. Gabin, merci. Merci et mes meilleurs vœux aux internautes aussi.